fonctionne. Vous m'entendez? Enfin, en fait, je m'entendais sans micro. Contre ma rame, une petite voix, donc tu comprends pas mon micro. Bon, moi je vais laisser ça. Donc nous allons commencer. Alors, j'ai une biographie de Maram Al-Masri. Maram Al-Masri, né à Latakié en 1962. Elle passe les 20 premières années de sa vie à Latakié, ville située au bord de la mer, près de l'île de Chypre. Elle y passe une enfance heureuse avec ses parents, ses 3 frères et sa sœur. Il y a une petite citation, c'est Wikipédia. Après des études de littérature anglaise à l'université de Damas en Angleterre, elle s'exile en France en 1982 et s'installe à Paris où elle vit encore. Aujourd'hui, elle se consacre exclusivement à l'écriture, à la poésie et à la traduction. Maram écrit en arabe et en français et s'auto-traduit. Ses poésies ont été traduites dans de nombreuses langues, allemand, anglais, catalan, corse, espagnol, iranien, italien, macédonien, maltais, serbe, suédois, turc, etc. J'avais prévu de faire un petit effet, de m'arrêter avant, de commencer en disant simplement où elle était née, voilà. Et puis de m'arrêter en disant que tout ça finalement c'est très extérieur, que c'est en fait étrange de présenter quelqu'un comme ça avec des tas de détails qui ne nous font pas entrer dans la personnalité de la personne en question, ici donc de Maram Al-Masri. Je voulais lancer l'hypothèse selon laquelle la poésie, justement, était une manière d'entrer dans une personnalité, mais de l'intérieur, justement, hein, d'entrer au cœur d'une personnalité. Alors, pas à la manière d'une biographie non plus romancée, pas à la manière d'une biographie, justement, d'une autobiographie, mais par petites touches, en lisant les poèmes de notre invité, je pense que vous aurez une idée, partielle peut-être, mais hein, comme ça, par fragments, de sa vision du monde, de sa vision de sa propre vie, sa propre expérience. Il ne s'agit pas de faire une conférence de philosophie, hein, la notion d'expérience était une notion de spécialité, des programmes de spécialité l'an dernier, et je l'ai traité de manière très philosophique bien sûr, mais là ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est de vous présenter justement, de laisser finalement se présenter. Moi je vais faire que l'interroger un petit peu, dialoguer aussi de temps en temps, mais laisser la personne elle-même, la poétesse, la poète se présenter à travers sa poésie. Et je pense que vous allez découvrir ce que peut être la poésie. C'est pas toute la poésie, une poésie qui parle de soi, pas seulement, on va voir, mais une poésie voilà, qui assume de parler d'une forme d'intimité, par exemple, hein, qui ose faire ça. Même si vous verrez que Maram parle aussi de grands événements du monde, hein, puisqu'elle est syrienne, très touchée par tout ce qui se passe en Syrie, et elle va nous en parler. Et vous verrez qu'il y a une sorte de grand écart entre les sujets, des sujets en apparence tout petits, vous verrez, on lira beaucoup de textes, hein, parce que c'est le meilleur moyen. Parler c'est bien, mais écouter les textes et les entendre, et être ému peut-être par ces textes, c'est aussi bien. Grand écart entre des tout petits sujets, vous verrez, même écrit par exemple sur les moustiques, hein, et puis des grands sujets, hein, les événements en Syrie avec des textes très forts. Je pense qu'on n'en lira pas beaucoup, parce que c'était vraiment des textes qui bousculent, hein, je trouve. Hein. Voilà, donc Maram est avec nous et je vais lui poser une première question. Bonjour. Première question par rapport à son. Ben on va passer par ses ouvrages, hein, tout simplement. Plus ou moins dans l'ordre chronologique, mais comme toujours, j'ai un peu bousculé les choses. Mais on va quand même commencer par le premier livre écrit. Est-ce que c'est le premier publié? Le premier publié. Donc c'est « Je te menace d'une colombe blanche ». Et tu peux expliquer. Donc, et la question c'est, première page, la question c'est comment devient-on poète? Est-ce que tu peux dater, est-ce que tu peux expliquer comment on entre en poésie et comment, peut-être progressivement, par quel processus on devient poète? Comment tu as vécu ça? Oui, alors comment on devient poète? Le moment où on prend la responsabilité, ce qu'on a écrit,
sont poètes, mais être poète connu, c'est le moment qu'on publie un livre. J'ai toujours demandé, quand on demande à un poète, est-ce que tu écris pour vous ou tu écris pour les autres? La plupart des écrivains disent j'écris pour moi-même. Alors, je dis, si vous écrivez pour vous-même, alors pourquoi vous publiez? On publie parce qu'on écrit aussi pour d'autres. Et c'est notre façon à faire de bon, en de relation avec l'autre. J'ai commencé à écrire la poésie parce que j'étais amoureuse. Et je pense que c'est une cause très très importante pour qu'on devienne poète, parce que la poésie, ça fait bouger l'imagination, ça fait bouger les sentiments. Mais la première fois que mon livre a été publié, c'est pas moi qui ai décidé de le publier, c'est mon frère. Quand je suis arrivée en France, exilée en France, mon frère il voulait me dire quelque chose. D'ailleurs, mon frère il a toujours été le gardien de ma conscience, le gardien de mes talents. Imaginez-vous, une fois, il m'a donné un livre pour lire, parce qu'il prend soin de ma culture. Et c'était Dostoïevski, c'était un grand livre de 400 pages, quelque chose comme ça. Je lis toute la journée parce que j'étais une fille très gâtée, je ne fais pas de ménage, je ne fais rien, c'est bon, je m'allonge et je lis. Et vers minuit, je me suis endormie. Vers 2 heures, quelqu'un qui me réveille. Maman, je me réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, t'as fini le livre? Je dis non. Il me dit, mais comment tu peux dormir sans savoir les destins des personnages que tu as lus? Comment tu arrives à dormir? À mon avis, à ce moment-là, il m'a donné cette sensation de responsabilité. Ce que j'ai écrit et ce que j'ai lu. Et de responsabilité de l'autre. Parce que, comme j'écris moi-même, j'ai une intime et profonde croyance que j'y suis l'autre. Et cette relation, je pense, au fur et à mesure de mon écriture, je suis devenue beaucoup plus consciente que je suis poète. Avant, c'était peut-être instinctif, c'était amoureuse, c'était spontané, mais plus je lis, plus je écris, je prends de responsabilité de ce que j'écris et je deviens plus et plus poète. D'accord. Et alors, je n'ai plus la référence du poème, mais tu peux nous parler justement par rapport à cette responsabilité, parce que quand j'ai conçu l'idée, le titre, poésie et expérience, j'ai pensé évidemment à ta poésie, à 3 choses, on pourrait dire. Ta poésie qui traduit ton expérience, ta poésie qui peut être la fixe, hein, donc traduction en mots, puis en même temps ça permet presque de prendre des notes sur ta vie, donc ça renforce peut-être ton expérience, ça la prolonge peut-être, mais aussi ta poésie, c'est bien que tu aies commencé par là, ta poésie qui ouvre de nouvelles expériences et qui t'engage aussi par rapport à tes actions. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne développe pas nécessairement. C'est-à-dire quand Maram écrit, on en avait parlé, ça l'engage à être à la hauteur de ce qu'elle a écrit. Ça apporte une tenue à sa langue d'abord, la poésie, à ses idées et à sa manière d'être. L'histoire du clochard, oui. Tu peux raconter ça? C'est par rapport à, dans une rue, un poème qui était écrit dans lequel tu dis nous avons 2 bouches, nous avons tout ce qu'il faut pour s'aimer, mais j'ai plus le poème en tête. Oui, c'était une petite plaquette qui était collée à un mur de pont de Paris, Pont des Arts. Et quand on était en train de le mettre, il y a un clochard qui était arrivé et le poème il dit « Comment-il pour un baiser ?» Alors, il m'a rapproché de moi et il m'a dit « Il ne manque rien ». Et il a pris mon cou, et il m'a rapproché et il m'a embrassé. Et je laissé m'embrasser, pourtant c'était mauvais, très très mauvais. Mais je laissé, parce que j'étais obligée, parce que mon poème il dit que mon petit pas baiser. Alors c'est vrai,
on est obligé des fois de faire ce qu'on a écrit et ce qu'on a dit. Parce que sinon on est menteur. Et puis une fois, j'étais en Espagne, mes enfants me téléphonent, me disent maman, il y a un monsieur, il est chez nous, il a porté des fleurs. Alors, il me donne le monsieur, il s'appelle Alexandre, c'est un Italien, un fan, et il est venu d'Italie en photostop à Paris pour m'amener un bouquet de fleurs. Parce qu'il y a un poème de Cerise rouge sur un carrelage blanc que je dis j'attends, et qu'est-ce que j'attends? Un homme qui me porte de fleurs. Alors, voilà. Après, il m'a dit, vous êtes menteuse, c'est vous qui avez dit non de l'être là. J'ai dit, tiens, il a raison. Voilà. Oui, comme on sait que les mots voilà, ne sont pas souvent, pas tout le temps, hein, on ne peut pas généraliser, mais investis de sens et puis d'intention et justement de responsabilité. Voilà, là vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire être poète, c'est très exigeant, c'est pas simplement écrire des petites choses comme ça sur des sujets, soit des sujets généraux, des grands thèmes, soit pour se donner une importance, c'est vraiment lié à la vie, hein, à la vie et ça parle de manière directe. Hein. On va peut-être lire alors dans Je te menace d'une colombe blanche, j'en avais pris un comme ça pour voir ce que... Tu avais quel âge quand tu as écrit ce texte-là? Je commençais à écrire à 16 ans, à 17 ans, et le livre était publié vers 19 ans. Ah, l'âge de... Et c'était l'écriture, c'est vrai, c'était l'expérience, c'était très révolutionnaire. C'est pas parce que seulement dans les formes, c'était aussi parce que c'est casser un tabou. D'abord d'aimer un chrétien. Et cette déclaration d'amour d'une femme, d'une fille musulmane pour un chrétien, c'était quelque chose d'assez audacieux. Je pense que c'est la première fois que j'ai commencé ma révolution. Mais je n'ai pas pensé un jour que je vais avoir un livre, je n'ai pas pensé un jour que je vais être traduit en 20 ans, je n'ai pas pensé un jour que je vais avoir plein de je n'ai jamais pensé, j'ai pensé que c'était seulement la façon d'aimer l'autre à travers le poème. Pensez à celui-ci qui est un petit poème, hein. On va l'entendre en arabe d'abord. رسلتني حاجة ورحت ألعب انتبه هذا الحجر الذي تطوح به هو قلبي. Tu m'as dessiné comme une marelle, et tu t'es mise à jouer. Attention, attention, cette pierre que tu lances, c'est mon cœur. Tout simplement. Tout simplement. Alors, suivant. Cerise rouge sur un carrelage blanc, publié en 1997. Oui, 1997. C'est bon. Pour la petite histoire, pour la grande histoire, le livre qui t'a fait connaître peut-être, hein, ou qui a donné une autre ampleur à dans le monde. Voilà, dans le monde. Mais c'est un livre qui est en rapport avec un moment où la poésie s'est absentée de ta vie. La poésie est peut-être pendant très longtemps. Maram n'a plus écrit et elle va vous dire pourquoi, alors qu'elle écrivait des choses du genre de ce qu'on vient de lire. Hein. Et puis, pendant très longtemps, tu vas nous dire combien de temps, la poésie est partie. Et par rapport toujours au thème de l'expérience, je m'étais demandé, voilà, si j'avais demandé à Maram, donc si la poésie, on la contrôle, si on peut la convoquer, elle est en résidence d'écriture chez nous, hein, est-ce qu'on peut provoquer l'écriture? Est-ce qu'elle doit venir d'elle-même? Est-ce qu'elle vient quand elle veut? Quel est cette espèce de personnage, on en parlera par rapport à un autre livre, où Maram s'adresse à la poésie et un dialogue avec la poésie elle-même. Hein, voilà, si tu peux nous parler de ça, la nécessité d'écrire, les raisons pour lesquelles on écrit, on n'écrit pas. Et ce que tu as dit le début, que mes livres, ils sont ma vie.
Et même les livres qui paraissent, qui sont attachés de mon intimité et ma personnalité, je pense que c'est la poésie. Chaque livre, c'est un carrefour, c'est un virage, c'est une station. D'ailleurs, pour ça, à la fin, j'ai écrit Maître poème. Parce que pour moi, chaque livre, c'est une station de ma vie. J'ai changé, j'ai grandi. Les premières, je terminais sur une colombe blanche. C'était des poèmes assez naissantes, assez simples, et qui ont forme de révolution à ce moment-là en Syrie. Mais je n'étais pas vraiment consciente de l'importance de la musique dans ma vie, ou l'importance de la musique dans la vie toute simple. Et puis j'ai eu un drame très, très douloureuse. J'avais un enfant de 18 mois qui était kidnappé. Et ce kidnapping m'a rendue muette, m'a rendue tellement amère et sur le choc. C'était presque un coma. J'étais dans un coma intellectuel, un coma émotionnel. Je ne sais plus où je suis. J'avais une partie de moi qui était arrachée. J'étais seule de mon enfance. Je n'ai pas de famille. Le seul être qui sortait de moi, il était kidnappé. Alors, c'était à cause de quoi? C'était à cause de la culture mon ex-mari qui était syrien, qui était là. J'ai mis tout sur la culture, j'ai mis tout sur la religion, j'ai mis tout sur le fait que j'étais arabe et musulmane. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé tout lien avec mon patrie, avec ma culture, avec ma religion, et je me suis taise. 13 ans. J'ai essayé de m'accrocher en autre chose. J'ai essayé d'être française, j'ai essayé de parler le français, j'ai essayé d'oublier que j'étais arabe, que j'étais musulmane, que j'étais une mère. J'ai essayé de me endosser à d'autres femmes qui n'étaient pas moi. Et alors la poésie, c'était la langue, là où on véhicule les idées. Alors j'ai puni la langue arabe, et pourtant je ne maîtrisais pas la langue française. Alors j'étais dans un bouddhisme profond. Je me suis repentir en disant, peut-être j'étais une mère pas digne, maintenant je dois faire le ménage, je dois faire à manger. Je me suis occupée d'autre chose que d'écriture, parce que à ce moment-là, l'écriture, elle est devenue pour une luxe. Lire un livre, s'étaler sur un canapé, c'est un luxe. J'avais plus de temps, je voudrais faire autre chose, je voudrais montrer que j'étais une femme bien. 13 ans, j'ai pas pu avoir mon fils. C'était dans un aventure. J'étais goutte à goutte, presque goutte à goutte. Et puis un miracle. À un moment, ils m'ont dit, tu peux avoir ton fils. Après 13 ans. À ce moment-là, je me suis réconciliée avec mon passé. Comme j'ai vu la première fois mon fils, je me suis réconciliée parce que j'avais besoin de dire que j'ai une racine, que je suis aussi la femme qui était, que j'écris la poésie, que j'ai la même langue, que je peux m'exprimer autrement que faire à manger ou faire le ménage ou balayer les poussières. Alors je suis revenue à l'écriture. C'est passé comme ça. C'est les gens qui m'ont connu avec Je te menace de colombe blanche, du grand critique syrien. Ils ont commencé à écrire dans le journal. Où est-elle notre princesse? Où est-elle Mara? Où est-elle cette poétesse qui nous a promis de grande poésie? On va frapper sa porte, sa fenêtre avec notre cahier. Peut-être
sorti Cerise en sang à ce moment-là, il a eu un prix très important d'être pris à l'Église pour la meilleure création arabe en 1997. Ça m'a donné confiance. Et puis, la relation avec mon fils, elle était là. De temps en temps, j'arrive le voir, mais c'était pas acquis, parce que je ne peux pas le récupérer. Mais quand même, cette blessure, quand même, une mère blessée, elle m'a accompagnée dans tous les livres que tu vas voir. Elle a quelque chose, un petit trace, une trace d'épreuves oubliées, des crimes qui est dedans. Voilà. Toujours, Cerise rouge, je parle d'une mère orpheline, et d'autres livres, je parle d'une femme qui a été volée son enfant, mais j'arrive pas à écrire sous l'événement, jusqu'au rapt. Voilà. Le rapt, tu l'as écrit, qui raconte cette partie de ta vie. Tu l'as écrit petit à petit ou à un moment donné, tu as voulu revenir sur tout ça? Comme il était kidnappé, j'avais peut-être écrit 13 ou 14 poèmes, mais des poèmes, mais vraiment simples, modestes. Je ne sais pas si c'était de la poésie ou pas, mais j'écrivais. Et puis, j'ai jamais pensé qu'un jour je vais le publier parce que j'ai le respect, le peur de nuire à mon fils. J'ai laissé ça à côté. Ce qui est arrivé après 30 ans, c'est un livre qui a été mis 30 ans pour l'écrire. 30 ans, c'est qu'il a passé beaucoup de choses. Et de temps en temps, je parle de ça, mais vraiment sans parler. La révolution syrienne, les mères qui ont perdu leurs enfants, les hommes et les femmes qui sont noyés dans la Méditerranée, tout ça m'a poussé à dire il y a d'autres personnes qui ont eu la même histoire que moi. Et alors moi, je vais écrire à leur place pour que j'ai une communion avec eux, pour dire qu'ils ne sont pas seuls, que leurs enfants, parce que c'est pas seulement voler un enfant et aller ailleurs. Le rapt, ça peut être les jeunes qui sortent de la boîte de nuit et puis il a un accident de moto, un jeune qui boit, qui devient alcoolique, un jeune qui se suicide, il a beaucoup de suicides, le rapt, les maladies, les dépressions, tout ça pour moi, ça sort de là. Les djihadistes aussi, tout pour moi, c'était voler les enfants de nous voir, de nous voler les êtres de sa vie. Alors j'ai pris ce poème, et c'était très simple. C'est comme un fœtus, comme le fœtus. Et j'essaie de grandir l'expérience comme un enfant. Alors avant, comme j'attendais. Et puis qu'est-ce que ça veut dire attendre un enfant, puis après qu'est-ce que ça veut dire être heureuse avec un enfant, puis qu'est-ce que ça veut dire quand un enfant disparaît. Et puis l'attente, et puis l'arrivée. La complexité aussi de l'arrivée, parce que ce n'est pas acquis. Quand mon fils est arrivé, je ne le connais pas. C'est un étranger, un garçon de 1m90. Il avait même pas 18 mois. Je vois un enfant de 26 ans. Il disait c'est mon fils, mais je ne le connais pas. Je ne connais pas son goût, je ne connais pas qu'est-ce qu'il aime. Est-ce que je suis sa maman? Qu'est-ce que ça veut dire être mère? Est-ce qu'une mère, c'est bon enfanter quelqu'un? Ou c'est une mère qui élève et éduque un enfant? Moi, je n'étais pas une vraie mère. Alors tout ça, c'est questionnement. J'ai essayé d'écrire dans ce livre et dire que malgré tout, même avec toute la bonne attention de l'amour, quand même, il y a quelque chose de difficile à construire. Et il faut toujours avoir l'amour et l'espoir pour récupérer l'être perdu. Voilà. Je retiens deux
création comme un enfant depuis très, très longtemps, et puis la responsabilité encore d'être là pour parler. On peut lire ce poème-là D'accord, on va le faire sur l'attente. comme devoir, si tu veux. Si tu veux. أنتظرك وأنا مستيقظة. Je t'attends quand je suis réveillée. أنتظرك وأنا نائمة. Je t'attends quand je suis endormie. أنتظرك وأنا أبتسم. Je t'attends quand je souris. أنتظرك وأنا أبكي. Je t'attends quand je pleure. أنتظرك وأنا أتنفس. Je t'attends quand je respire. أنتظرك Je حين t'attends. لا أنتظر شيئا. Je t'attends quand je ne t'attends pas. أنتظرك كصفحة بين دفتي الكتاب. Je t'attends comme une page dans un livre. كنهاية قصة طويلة. Comme une fin de longue histoire. أنتظرك كثدي مليء بالحليب. Je t'attends comme un sein gorgé de lait. أنتظرك كشاطئ. Je t'attends comme un rivage. أنتظرك كثياب عيد. Je t'attends comme un vêtement de fête. أنتظرك كرسالة لم تقرأ بعد. Je t'attends comme une lettre non lue. أنتظرك كأمل. Je t'attends comme l'espoir. أنتظرك كوجبة طعام ساخن. Je t'attends comme un repas chaud. أنتظرك كفجر. Je t'attends comme une aube. أنتظرك كأم. Je t'attends comme une mère. Et vous savez que mon fils est là-bas avec le livre. Imaginez, ça fait maintenant presque 7 ans que le livre est édité et que j'ai écrit spécialement pour qu'il le lise, pour qu'il comprenne l'expérience que j'ai. Il n'a pas voulu. Peut-être parce qu'il a peur aussi. Il a peur d'avoir mal, il a peur de faire mal à son père et avoir mal aux gens qui l'ont élevé là-bas. Et c'était pas mon intention en tout cas. tu veux qu'on lise quelques petits passages de Cerise rouge? J'avais pensé, donc Cerise rouge sur Carola Joulan. Tu as une page dans le New York Times, c'est ça? Page sur la poésie, c'est pas la première page. C'est pas moi, non. Ah, c'est les gens qui le font. Puis oui. J'ai pensé à une petite séquence où j'ai vu la relation entre cette personne qui arrive et la poésie qui revient aussi. Je sais pas si, oui, peut-être. Donc moi, j'ai pas vu ça, mais non, maintenant, si tu veux dire. C'est moi qui projette ça. Double sens peut-être. Mais... طرقات على الباب من أوري غبار وحدتي تحت سجادتي أرتب ابتسامتي وأفتح. Des coups à la porte. Qui? La poussière de ma solitude sous le tapis. J'ai arrangé mon sourire et j'ai ouvert. غريب ينظر إلي غريب يحدثني لغريب أبتسم لغريب أتحدث غريب يسمعني أمام أحزانه البيضاء النظيفة أبكي للوحدة التي تجمع الغرباء. Un étranger me regarde, un étranger me parle. Je souris à un étranger, je parle à un étranger. Un étranger m'écoute, devant ses peines blanches et propres, je pleure sur la solitude qui réunit les étrangers. يدخلون حياتنا كالجداول الصغيرة فإذا بنا نغرق بهم ولا نعود نعرف من أعطانا ماء وملحا ومن ترك فينا تلك المرارة. Ils entrent dans nos vies comme des ruisseaux où nous nous noyons sans plus savoir qui nous a donné l'eau et le sel, ni qui a déposé en nous cette amertume. وحدها لم أدعها تجيء لزيارتي تحوم حولي أطردها فإذا بها كذبابة سوداء بشعة تطير هنا وتحط هناك وتحط في قعر قلبي. الكآبة بقرة بلهاء تشتر الأخضر واليابس من غبطتي. Moi, je ne l'ai pas invitée à me rendre visite. Elle tourne autour de moi,
je la chasse, mais telle une mouche noire et laide, elle vole ici et là et se pose au fond de mon cœur. La mélancolie est une vache idiote qui rumine l'herbe et la paille de ma joie. Je pensais évidemment au sens littéral des textes, et puis aussi à la poésie peut-être qui frappe comme une étrangère, à laquelle tu retrouves une relation, tu renoues avec. Et puis peut-être aussi la poésie sur d'autres sujets moins plaisants, comme la mouche qui nous embête, qui nous empêche de faire ce qu'on a à faire et qui vient nous chercher. Parce que quand j'ai écrit ce Riz rouge, j'étais hantée. C'était l'aventure, le retour à la poésie. La nuit, je me réveille, je dois écrire. Maintenant, c'est moi. Maintenant, j'ai autre façon d'écrire. Mais à ce moment-là, c'était vraiment comme si j'étais étouffée, et puis là, j'ai enlevé tout le poussière de ma bouche, tout le sable de ma bouche, et tout est sorti, il doit sortir. Alors j'écrivais. Voilà. Et pour la petite anecdote, il y a beaucoup de poètes qui se réveillent la nuit pour écrire, et c'était le poète Paoli Didalgo notamment, les petits-enfants que j'ai pu rencontrer lors d'une conférence disaient que leur grand-père se réveillait la nuit et il avait toujours son cahier à côté pour noter les idées. Donc il y a aussi au bout d'un moment, ça devient une habitude. Et est-ce qu'il y a des moments où tu te mets, par exemple pour une résidence, pour la résidence qui a lieu en ce moment, est-ce que tu te mets aussi dans des états qui font que tu es prête à écrire, est-ce que le fait de savoir que tu vas écrire ou que tu dois écrire te rend plus attentive, te permet de ressentir plus tout à fait. Le début, c'était pas comme ça. Le début, c'était la rue, n'importe où. Maintenant, on a besoin de stimuler notre imagination, stimuler notre capacité à écrire, à explorer nous-mêmes, explorer le monde. Alors maintenant, je me mets dans des conditions pour écrire. Tous mes livres, c'était vraiment, je me mets en conditions comme Elle valait la liberté, par exemple. C'est pas même moi que je me suis mis en conditions, c'est les conditions qui étaient entrées en moi, même obligées. Ça, c'est une autre écriture. Mais par contre, comme Métro-Poème, par exemple, ça, je me suis mis en condition. Je descends dans le métro, j'avais les antennes qui marchaient, que j'étais comme un vidéo, et j'ai la caméra de surveillance, j'attrape tout, je regarde tout, j'étais comme tout le temps, voilà. Tu veux qu'on parle peut-être de Métro-Poème, on fait dans le désordre, c'est pas grave. J'aime beaucoup ce livre, parce qu'en fait c'est un livre qui pourrait ne pas nous concerner, a priori, parce que ça se passe dans le métro à Paris. C'est des poèmes dont les titres sont des noms de stations. Je sais que la dernière fois que Maram est venu nous voir, l'avant-dernière fois en Corse, que je discutais avec des amis, donc en parlant de Maram, je leur disais achète ce livre, il est très beau. Ils me répondaient le métro ça ne me parle pas beaucoup. Et en fait, le métro c'est un concentré de vie, c'est-à-dire qu'il y a le monde entier dans le métro, à condition de. J'ai parlé j'ai fait un petit texte pour l'éditeur de Maram, j'ai envoyé à l'éditeur, où je parlais du Métro-Poème comme une écologie, c'est-à-dire qu'on retrouve tout le monde entier est concentré dans les rames du métro, mais à condition de se rendre sensible à ça, à condition de ne pas se fermer complètement. Et il y a beaucoup de textes qui sont très porteurs. Il y a un très beau texte, je ne sais plus si j'ai la référence, où il me semble un passager regarde par la fenêtre du métro, la fenêtre du métro on ne voit rien, et tu imagines ce qu'il regarde. On pourrait peut-être... alors j'ai noté plusieurs poèmes que j'aime beaucoup. Oui, le même wagon nous transporte. En fait, c'est souvent un transport, le métro, on prend là et on vous laisse là. Mais pour toi, j'ai l'impression que c'est un voyage, c'est riche d'expériences. Et ça, grâce à la poésie, en fait, qui te rend beaucoup plus sensible parce que tu sais que tu vas écrire. Donc ça peut être à la fois artificiel, mais en même temps, ça peut agrandir l'expérience. Je pense à... tu les as écrits directement en français, ces poèmes-là?
Le même wagon nous... Le même wagon nous transporte. Chaque minute affluent de nouveaux corps qui maquillent leurs secrets et leurs odeurs comme une femme chauve qui enfile une perruque. Il y a celui qui n'a pas dormi. Il y a celui qui vient de sortir de son lit. Il y a celui qui a encore des baisers accrochés à ses lèvres. Et celui qui est en train de les donner. Il y a celui qui était au travail et celui qui y va. Celui qui a quitté un être cher et celui qui est quitté. Celui qui pleure et celui qui rit. Celui qui mange et celui qui trouve que la mer est encore loin. C'est toi qui trouves que la mer est loin. Un autre exemple peut-être, ça c'est beau aussi. Tu fais parler dans ce poème, tu reprends entre guillemets des paroles. Maram aussi, voilà, est une passeuse de paroles. Dans le dernier livre qui a été réédité, retraduit, Les âmes aux pieds nus, on aura une performance, un moment créatif avec Emmanuel Alberti, qui est chorégraphe, qui est ici mardi prochain, à Ilrousse. Voilà, un moment plus créatif. Ici, je présente le zéro de Maram, on parle avec Maram, mais notamment les âmes aux pieds nus, voilà, sur des femmes victimes de violences, et que Maram a rencontrées, et dont elle a écrit, pas l'histoire, parce que c'est pas ça, mais justement, dont elle a essayé de tirer l'essentiel de leur douleur, justement, et dont elle parle ici. Donc c'est quelqu'un qui ressemble beaucoup, qui est dans l'empathie, et dont l'expérience, vous voyez, qui est partie de petites histoires intimes, s'élargit de plus en plus. Elle ressent pour les autres, elle parle pour les autres, pour ceux qui... Alors, peut-être ceux qui n'arrivent pas à parler, mais même ceux qui parlent, tu prolonges en fait. Il ne faut pas non plus être excessif, c'est pas forcément des sans-voix, c'est des gens qui parlent, mais des fois tu te contentes de mettre entre guillemets leurs mots et de les prolonger. Donc je pensais à ce poème-là, d'Enfer Rochereau. Ils sont arrivés de leur village, de leur désert. Ils sont arrivés avec leurs vêtements frustes, leurs chaussures poussiéreuses made in China. Ils sont arrivés avec leurs femmes dans leur voile noir, famille syriane, avec leurs passeports fatigués qu'ils brandissent et agitent devant les passants en répétant « Aidez-nous, aidez-nous ». Famille syriane. Les gens passent sans les regarder, même ceux qui donnaient au début. Et moi je passe, la tête basse comme une rose fanée, triste comme un chien trahi, de voir ma belle Syrie défigurée et pourtant humaine. Les ruines des colonnes de Palmyre s'effondrent jusque dans les couloirs des métros parisiens. Je vais te faire lire les prochaines parce que j'y arrive pas, je suis trop ému. Il avait une femme, puis après, la femme est partie, puis il est revenu. Elle est revenue, il a donné l'argent. Alors je suis allée derrière elle, je dis merci. Moi je regardais, il n'a pas compris. Mais je ne sais pas pourquoi je vais, comme s'il m'a donné à moi. C'était horrible de voir les gens qui, dans une situation de fragilité. Parce que quelque part, nous aussi, nous sommes en monde. Et je me sens vraiment tellement dans l'autre que tout malheur va arriver à l'autre me touche profondément. Et peut-être que les gens me disent que tu dois te renforcer, tu dois te protéger. Mais je pense qu'avec la musique, je gommais cette frontière qui protège l'être normal de l'autre. Il y a beaucoup de choses. On peut lire un petit poème de La robe froissée, le poème sur la poussière. Comment, vous allez voir comment entendre comment Maram parvient à écrire des choses très fortes à partir de la poussière. Alors, La robe froissée, la poussière, page 18. من ساق السيجارة المبتسمة نجح منه أن يفتح الغبار الراقص وأن
يمسك بالجرم المشغول ذلك الذي يستريح من تعبه ممددا بكسل ناعم على سطوح الأشياء وعلى جلدي. À travers le sourire des rideaux, la lumière a réussi à s'immiscer pour dénoncer la poussière qui danse et celle qui se repose après son vol, capter en flagrant délit de s'allonger dans une fainéantise délicieuse sur la surface des choses et sur ma peau. الغبار مسافر مثلي مغترب مثلي لا يتأثر في مكان بدون وطن يأتي من كل حدب وصوب محمولا تحت الرياح تلملمه بمكنستها بشعرها الكثيف أو بيديها تدره في كل الأمكنة حتى في الأدراج السرية للقلب. La poussière, une voyageuse comme moi, une migrante comme moi, qui malgré tout ne s'enracine nulle part. Sans patrie, elle vient de tous les horizons, portée sous les aisselles du vent. Le vent la ramasse avec son balai, avec sa chevelure épaisse ou avec ses mains. Il la sème là où personne ne la soupçonne. Il la sème même dans le tiroir secret du cœur. الغبار كلب الريح المخلص يركض أمامها وخلفها يطير معها من الشمال إلى الجنوب من الغرب إلى الشرق صامت يتراكم كثوب لين على الأجساد المهملة. La poussière est la chienne fidèle du vent. Elle court derrière lui et devant. Elle vole avec lui, du nord au sud, d'ouest en est, silencieuse. Elle se moule comme une robe tendre sur les corps abandonnés. L'heure avance, mais on parle un peu de Par la fontaine de ma bouche et puis La nuit et la liberté. Hein. Par la fontaine de ma bouche, c'est un livre en apparence sur un sujet un peu plus abstrait, c'est la conception de la poésie, voilà, c'est presque un art poétique, mais en fait, comme c'est un livre qui parle beaucoup du corps, en réalité, ce sujet abstrait, tu en fais un sujet très concret, quoi. Tu donnes corps à la poésie, hein, tu décris la façon dont tu donnes corps à la poésie, tu offres ton corps, hein, tes oreilles, tes yeux, tout, et tu te mets au service finalement de la poésie, et ça devient du coup, ça prend corps précisément, hein, ça a quelque chose de très, très incarné. Comment tu as eu l'idée de ce texte-là? Un jour, le Times à Londres a écrit un article quand ils ont publié le livre Souris rouge sur un calage blanc. Le critique dans le Times, ils disent Marat a cassé tous les tabous. Même une écrivaine européenne n'osera pas à dire ce qu'elle était dite en Souris rouge sur un calage blanc. C'était des compliments, c'était vraiment positif, mais moi, à un moment, je regardais, mais qu'est-ce que j'ai fait dans les cerises rouges pour qu'ils disent que j'ai cassé tous les tabous? Mais quel tabou que j'ai cassé? J'ai cassé les tabous de la peur, de la solitude, de douleur, mais je n'ai pas compris pourquoi elle était écrite comme ça. Alors, et chaque fois que je vais dans un festival, en Chine, en Espagne, en Angleterre, n'importe où, Marat, oh sensuel, Marat, érotique. Et sur les rouges, il n'y a pas, ils ont mal compris ce que j'ai écrit. Moi, je parle de la douleur d'une femme seule, d'une femme mal aimée, une femme maltraitée, une mère orpheline. Je parle de désir, certes, mais c'est une petite partie de grandes choses. Alors je dis, je vais répondre. Alors je commence à écrire, je dis, qu'est-ce que c'est la poésie pour moi? Comment je vis la poésie? Le prix que j'ai payé pour la poésie, la solitude que j'ai sentie en écrivant la poésie,
les pertes. J'ai perdu beaucoup. Voilà, j'ai perdu une famille, une vie stable. Je suis devenue presque vagabonde. J'ai resté 2 ans sans maison, sans domicile fixe. J'ai perdu mes enfants. Le premier, j'ai été kidnappée. Les 2 enfants avec le divorce, je ne les voyais plus. J'ai vécu une vie difficile pour avoir écrit des poèmes. La Syrie, je ne peux plus rentrer, je suis exilée, j'ai une sœur qui est malade, je ne peux pas aller la voir. C'est ça la poésie que j'ai vécue. Ce n'est pas la poésie seulement de parler d'érotisme, même si je trouve de pouvoir parler d'érotisme, quelque chose de beau et de courageux et excellent. Mais ce n'était pas du tout dans le jeu de cerise rouge. Alors, le livre est sorti plus érotique que l'autre. Et j'ai choisi un texte qui est une sorte de méthode de lecture des textes, un peu pour vous. لأجلها لا تكفي عيون استنشق هوى انظر إليها مليا ثم ارمي بنفسك ارشد الكلمة بللها دورها كحبة عنب دحرجها على لسانك مررها على أسنانك احشو كل ذاكرة لك كل فاكهة زهرة ألم بهجة أمضاها تغرغر بها ابلعها النشوة. Pour lui, des yeux qui voient ne suffisent pas. Pour le poème. Inspire l'air, regarde-le bien, puis jette-toi. Savoure le mot, mouille-le, tourne-le comme un grain de raisin. Laisse-le rouler sur ta langue, passe-le sous tes dents. Convoque tous tes souvenirs, tout fruit, fleur, peine, joie. Mâche-le, gargarise-toi avec, avale-le, le plaisir. Donc, c'est très loin des textes. Vous les commentez, vous les analysez. Si vous faites l'effort d'entrer dedans, de les mâcher, de les digérer, vous aurez une autre expérience du texte. Et parce que c'est bon, vous vivrez la poésie comme Maram la vit peut-être. Souvent les gens lisent sans sentir, sans... Le mot aussi, ça sent. Le mot aussi, il a de goût. Le mot aussi, ils ont d'odeur. Et en lisant, il faut vraiment se mettre en condition de lire. Sinon, rien reste. Et on va parler d'un livre difficile. Elle va nulle la liberté. Donc là, je vais le mettre en parallèle avec un recueil, une anthologie que Maram donc, a édité avec des textes. Alors ils ne sont pas bilingues là, mais c'est traduit de l'arabe évidemment. L'amour au temps de l'insurrection et de la guerre. Il y a une très belle introduction. Et c'est à peu près l'idée que je me faisais, de Jean-Pierre Siméon, l'idée que je me faisais de ce que tu avais fait dans Elle va nulle la liberté, à savoir que même dans la guerre, dans la violence, dans la destruction de tout, Maram va chercher des gestes d'amour, des paroles amoureuses. Et ce qui m'avait frappé dans Elle va nulle la liberté, c'est qu'on a l'impression qu'elle décrit des choses terribles, comme si c'était des poèmes d'amour avec la même douceur. J'ai l'impression que tu es resté la même quand tous ces événements sont arrivés et que tu as continué à écrire sans rien changer, mais et ce contraste-là, il est incroyable parce qu'elle décrit, je sens presque, je me trompe peut-être, presque pas de révolte, tu es là vraiment pour ressentir, tu vois. Peut-être j'aimerais bien lire d'abord un texte de, comment tu penses, qui est un poète né à C'est l'idée de ce livre, c'est pour parler comment on peut aimer. Là où il y a le sang, il y a le bon. Est-ce que l'amour est compatible avec la guerre? Est-ce que la violence? Est-ce que
d'amour vraiment. Et c'était aussi le moyen, moi, d'adhérer aux jeunes poètes, à faire les révolutions avec eux, de les traduire, de les amener, de les libérer de lieu là-bas et les faire amener, comment dire, symboliquement à la liberté. Et alors, il y a beaucoup de poètes qui n'ont même pas un livre. C'est seulement le poème qui m'a saisi. Alors, grâce à l'Internet, grâce à Facebook, je peux construire un livre qui parle du visage de l'amour ancien, à un moment de cette révolution. Et là, donc, ce petit poème d'Ara Abdallah, c'est un poète né en 1990, qui a connu la prison, une petite biographie très courte. Et voilà ce qu'il écrit. Devant le barrage militaire dans la province de Damas, un jeune homme d'environ 20 ans est très occupé à nettoyer sa kalachnikov. Il prend soin de la propreté de son arme et néglige sa personne. Son visage fatigué est couvert de poussière, mais son arme brille. Les êtres humains sont fatigués, les armes sont en pleine forme. Pourquoi les instruments de mort doivent-ils être aussi beaux? Il y a également un poème de ton frère, qu'on peut lire. On peut commenter, mais il n'y a pas besoin de commenter beaucoup quand c'est clair comme ça. La page, je vais retrouver. Un poème qui revient sur le titre de ton premier ouvrage, Je te menace d'une colombe blanche. Et donc, ton frère prolonge cette idée-là. Il s'adresse à toi. Quelle menace, cette menace? Menacée avec une colombe blanche, qui va le croire? Qui va le craindre? Pourquoi pas avec une lance? Et si tu tiens aux oiseaux, alors fais-le avec un flocon ou un corbeau. Es-tu à ce point naïve? Es-tu à ce point faible? Tu ne possèdes nulle arme qui brille et grince. Ou es-tu si forte, si tendre que tu as préféré ne pas être cruelle et ne pas terroriser? Quelle amoureuse es-tu? Est-ce ainsi que tu affrontes cette destruction? C'est comme ça que tu poses devant une ruine? Je réponds, oui, c'est comme ça. Avec l'amour, je l'affronte. Avec l'amour, je me tiens face à elle, car c'est de l'amour dont nous avons besoin, c'est l'amour qui nous manque. Car en lui, nous serons ensemble, car c'est avec lui que nous serons forts, car c'est avec lui que nous triompherons. Et si, dans la connaissance des autres et dans les histoires du monde, la haine est le vainqueur, la seule question qui reste à poser est de quel camp es-tu? Et je voudrais t'interroger du coup sur le pouvoir et l'impuissance de la poésie. Parce qu'on entend souvent dire les fleurs ça ne sert à rien, face à la violence il faut répondre par la force, disons, il faut agir. Les poètes, c'est des gens qui ne sont pas dans la réalité, qui écrivent de belles choses. Et donc je veux savoir si en fait c'est pas une forme de réponse. Une réponse qui ne joue pas le jeu de la force, qui est peut-être pas suffisante, mais en tout cas, je crois que tu m'avais répondu une fois, tu fais ce que tu sais faire, ce pourquoi tu es faite quand tu écris ces textes-là. Tu n'es pas faite pour porter des armes, beaucoup ne sont pas faits pour ça, est-ce que certains sont faits pour ça, j'en sais rien, c'est une vaste question, mais en tout cas, toi, tu n'es clairement pas faite pour ça, et du coup, tu apportes ta voix. C'est la seule chose que je peux adhérer au mouvement de monde. C'est-à-dire, sans la poésie, je ne sais pas où et je suis. Et c'est aussi parce que quand je suis convaincue que le mot peut changer les choses. Je ne sais pas, est-ce que je suis naïve, comme me dit mon frère? Je ne pense pas. Je suis beaucoup plus que naïve. Je suis aimante. Et je pense que la poésie, c'est la façon la plus tendre pour remettre le fer droit. Et comment dire, aimer, c'est pas quelque chose de facile. C'est un exercice qu'on doit tout le temps le faire. Comme faire le muscle, il faut aussi muscler le cœur. Il faut muscler le cœur de l'amour. Et parce que
pas d'espoir. Surtout maintenant aussi dans la guerre qui est en train de flamber partout. Si on n'a pas cette force à résister à tous les leaders qui sont autour de nous, à toute la fausseté qui est autour de nous, on va aller vers notre fin. C'est notre résistance, c'est notre façon, c'est en tout cas la mienne. Je n'ai pas d'autre façon d'aimer le monde sauf avec ma poésie. Alors, du coup, j'ai pensé à ce poème-là, mais... Ouais. القصائد لم تنفع. Les poèmes n'ont pas servi. الأغاني لم تنفع. Les chansons n'ont pas servi. الرقص لم ينفع. La danse n'a pas servi. الأنين والبكاء لم ينفع. Les pleurs et les cris n'ont pas servi. ابتسامة الأطفال لم تنفع. Les sourires des enfants n'ont pas servi. لم تنفع زهور الكبارية N'a pas servi d'Araya. وأغصان الزيتون لجنود الموت. Tes roses et les branches d'olivier pour les soldats de la mort. لا شموع رائعة يا جدات السلمية العظيمات. Ni vos bougies magnifiques, grande dame de Salamier. ولا خوزك حلفاية. Ni ton pain, Alfaya. لا شيء استطاع Rien n'a pu freiner l'avancée des chars. أن يقطع سحب الدبابات. Jusqu'à maintenant, on voit les enfants qui sont en train d'être brûlés, on voit la faim, on voit la souffrance. Et rien n'arrête. Mais j'ai pris ce poème-là parce que je pense que le complément, c'est qu'il faut continuer à faire des poèmes, des chansons, à danser, à pleurer, à crier, que les enfants sourient, et il y a tout ça, je pense. Je pense que c'est ça. Ça peut sembler défaitiste, mais... Peut-être qu'il y a un poème aussi à le lire. L'acte des femmes. Ah oui. Dans le bas des lettres, c'est ça. Je l'avais noté. Comme tu veux. Ah oui. Tu veux que... Oui. أليست الكتابة بحد ذاتها فعلا فاضحا؟ L'acte d'écrire n'est-il pas un acte scandaleux en soi? الكتابة هي محاولة لمعرفة النفس في أفكارها الأكثر ذاتية. Écrire, c'est apprendre à se connaître dans ses pensées les plus intimes. نعم أنا فاضحة لأنني أظهر حقيقتي وعري كاملة. Oui, je suis scandaleuse car je montre ma vérité et ma nudité de femme. نعم أنا فاضحة لأنني أكتب ألم وأملي جوع ورغبتي وعطشي. Oui, je suis scandaleuse car je crie ma douleur et mon espoir, mon désir, ma faim et ma soif. الكتابة هي كشف للوجوه المتعددة للإنسان الجميل والقبيح الرؤوف والقاسي. Écrire, c'est décrire les multiples visages de l'homme, le beau et le laid, le tendre et le cruel. الكتابة هي الموت أمام من ينظر إليك دون أن يراك. Écrire, c'est mourir devant une personne qui te regarde sans bouger. هي الغرق أمام مركب يعبر بالقرب دون أن يتحرك. C'est se noyer devant un bateau qui passe tout près sans te voir. الكتابة هي أن تكون المركب الذي ينقذ الغرق. Écrire, c'est être le bateau qui sauvera les noyés. الكتابة هي العيش على حافة هاوية متمسكا بعشبة. Écrire, c'est vivre sur le bord d'une falaise et s'accrocher à un brin d'herbe. C'est vrai. Je vois que l'heure a avancé. On va peut-être finir comme ça. Vous avez des questions à poser à Mara? Alors, on va essayer avec ça. Je suis bien d'accord pour parler. Est-ce que vous avez eu peur d'écrire vos poèmes? J'ai pas compris. Est-ce que tu as eu peur d'écrire tes poèmes? J'ai peur. Est-ce que tu as eu peur d'écrire tes poèmes? Beaucoup.
j'ai sorti de mon autisme, parce que j'avais une urgence. J'étais, comment dirais-je, vous savez, il y a des fois, avant le mort, les gens se réveillent et respirent. Et c'était ce moment-là que j'ai attrapé et j'ai senti que c'était le moment de réveiller. Et pour ça, je suis revenue à l'écriture parce que j'ai senti que je sens l'écriture, je glisse vers, comme si je dis, c'est d'attraper un brin d'herbe. Je sais que tout est fragile, mais quand même, je l'ai attrapé. Voilà. J'ai un problème d'oreille, excusez-moi. Je vais essayer de parler plus fort possible. Vous parlez beaucoup d'être l'autre par rapport à la poésie, de faire l'expérience de l'autre. Est-ce que vous avez ce rapport aussi par le langage, par le fait d'écrire dans une langue étrangère, le français, ou de traduction, de traduire la poésie? Est-ce que c'est une manière aussi d'être l'autre pour vous? Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, tu as résumé complètement. C'est d'être l'autre. Pour ça, je traduis. D'ailleurs, quand j'ai traduit le fameux poète de monde arabe, j'ai lu dans le préface, j'ai senti tellement d'admiration et peut-être un peu de jalousie, parce que j'ai senti que le poème était tellement fort qu'en traduisant, j'ai participé aussi à leur poésie. Et leur poésie a pénétré dans le mien. Il y avait un échange sur l'échange entre moi et elle, qu'à la fin compte, on est devenu la même. Ok, merci. Tout à fait. Est-ce que vous encourageriez d'autres personnes à écrire? Est-ce que vous considérez la poésie comme étant un être à part entière qui vous a accompagné même dans vos pires moments de solitude? Tout à fait. Je encourage beaucoup parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture. Et je pense que dans l'écrivant la poésie, on s'ajoute à notre beauté. Et je trouve que les personnes qui écrivent de la poésie et divers magnifiques. Beaucoup de poètes, beaucoup de gens qui écrivent dans mon atelier d'écriture, ils sont normaux. Mais quand tu commences à écrire un poème et tout d'un coup tu le regardes, tu vois leur imaginaire, tu vois la richesse qu'ils ont à l'intérieur d'eux et tu deviens autre personne. Alors il a quelque chose qui est magique en écrivant de la poésie. Et des fois, tu regardes une femme, par exemple, la plupart des femmes que je travaille, c'est des femmes voilées, c'est des femmes de ménage, c'est des femmes peut-être qui ne sont jamais sorties de leur maison sauf pour aller dans une association. Quand ils écrivent de la poésie, tu dis, mon Dieu, cette femme, elle est riche à l'intérieur. Si elle n'a pas écrit ce poème, je ne me suis rendu pas compte. Alors la poésie nous montre des visages cachés de notre âme. Et je m'encourage certainement tout le monde à écrire. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, vous avez évoqué la notion de responsabilité de ce qu'on écrit et de ce qu'on lit, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui écrit mais qui reste dans cette peur de le faire découvrir aux autres? Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut franchir cette peur. Parce que c'est comme ça aussi que ses poèmes et son imaginaire et sa personnalité changera. Parce que nous sommes comme des matériaux. On s'oxyde avec l'autre. Alors, vous savez, quand tu mets l'or dans un comment c'est, chimiquement, l'or change ou l'argent change, et nous aussi. Nous sommes aussi avec le contact d'autres, nous sommes des matériaux qu'on change aussi.
poésie aussi change mon contact. Le poème est jamais fini si l'autre ne reçoit pas. Le poème, elle est dans un livre, elle restera, mais la transformation qu'elle va avoir, c'est l'autre qui le donnera. Là maintenant, par exemple, je me suis rendu compte que les poèmes que j'ai écrits sur le frapper à la porte, c'était aussi la poésie qui frappe à ma porte, qui m'a fait sortir de ma solitude, que j'ai caché sa poussière sur la tête. Moi, je n'ai pas pensé à ça. C'est l'autre qui m'a aussi ouvert les yeux sur autre chose. Merci beaucoup. De même. J'ai une question par rapport à votre écriture. Est-ce que vous avez peut-être connu un auteur dans votre parcours qui vous a inspiré à écrire ces poèmes ou qui vous a juste lancé au début, à l'âge de 16 ans, à écrire ces poésies? Certes, oui. J'ai un frère qui est poète. Mon frère, il est poète. C'est lui qui m'a. Je dis que je suis comme un bonsaï dans sa petite peau parce que mon frère il prend soin de tout. Il y a des oiseaux, et moi j'étais aussi un objet de son attention. Avant, j'étais un peu, comment dirais-je, comme les jeunes disent, mais qui t'a influencé? Oh, je dis, c'est moi, personne ne m'a influencé. Et puis après, je me rendais compte que nous sommes inconscients, influencés par tout ce qui est autour de nous. Je crois beaucoup à la musique, aux chansons, aux écrivains que je ne peux pas réciter leur nom, à Tagore, à Gibran Khalil Gibran, à Bob Dylan, à Beatles ou à Leonard Cohen. Tous ces gens-là qui, même aux chanteurs, à la chanson arabe, comme je passais dans le marché et mettais les chansons très très haut, tout ça, ça rentre en moi et il fait la femme que je suis, la poète que je suis, et il nourrit mon imagination. Alors, il n'y a rien que j'ai inventé. Moi, peut-être j'ai recyclé les autres poètes que j'ai lus et je n'ai pas retenu leur nom. Mais ils sont là. Ils m'ont donné la joie, ils m'ont donné les frissons, ils m'ont fait pleurer, ils m'ont fait grandir. Merci. On va terminer. J'espère que vous avez été heureux de rencontrer la poésie ce soir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous êtes magnifiques, n'oubliez pas. On prend soin de vous. Le monde a besoin de vous. C'est vrai.